Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 88. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice de combinatoire qui peut avoir un air d'énoncé élémentaire, mais qui finalement cache pas mal de technicité. L'énoncé est le suivant, nous avons n, un entier naturel non nul, e, un ensemble fini. On va considérer a1 jusqu'à an, n partie de e. Et on aimerait montrer que les assertions suivantes sont équivalentes. La première affirme qu'il existe une collection de n éléments, x1, xn, tels que chacun des xi appartient à chacun des ai, et que les xi sont 2 à 2 distincts. Et la deuxième affirme que pour n'importe quel ensemble d'indices que l'on prendrait entre 1 et n, si on s'amuse à faire l'union des ai pour i appartenant à cet ensemble d'indices, et qu'on regarde le cardinal de cet ensemble, eh bien, il doit être plus grand que le nombre d'indices qu'on a dû utiliser pour engendrer cette union. Donc voilà, c'est un très joli exercice de combinatoire qui pourrait très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Pour peu qu'on ait vu quelques rudiments autour de la combinatoire, il suffit vraiment simplement d'avoir eu des choses autour des ensembles finis, 2-3 exercices de combinatoire, d'énumération sur les ensembles finis. Je pense que c'est amplement suffisant pour pouvoir attaquer cet exercice. Alors bien sûr, avoir un peu de recul autour des exercices de combinatoire ne fera pas de mal, mais je pense que vraiment n'importe quel étudiant qui a quelques rudiments autour de la combinatoire peut vraiment attaquer cet exercice. D'ailleurs, cet exercice c'est l'énoncé d'un gros résultat assez connu en combinatoire qui porte le doux nom de théorème de Hall. Théorème de Hall. Et c'est aussi appelé le lemme des mariages. Je vous expliquerai tantôt pourquoi ça s'appelle ainsi, en vous faisant un petit exemple. Mais voilà, donc c'est un assez joli théorème qui trouve pas mal d'applications, notamment en théorie des graphes. On en parlera d'ailleurs à travers l'exemple que je vous donnerai. Il y a aussi des applications en théorie des ensembles partiellement ordonnés, les POSET. Et puis des applications aussi sur la recherche de min-max, d'optimisation en fait, alors plutôt lié en théorie des graphes quand même, mais en optimisation, il y a aussi de l'utilisation de ce théorème. Et nous en verrons une d'utilisation assez surprenante en algèbre, notamment donc en topologie, et plus précisément dans l'étude d'enveloppes convexes. Eh bien, on verra un gros résultat lors du prochain numéro de l'exo de colle numéro 96, où on regardera l'ensemble des matrices engendrées par l'ensemble des matrices de permutation en termes d'enveloppe convexe. Et ça c'est un gros résultat appelé théorème de Birkhoff-Vonneman, que j'ai déjà mentionné d'ailleurs en fin de exo de colle numéro 95, donc on y reviendra à ce résultat-là. Mais avant de pouvoir démontrer ce gros résultat donc de Birkhoff-Vonneman, on va devoir passer à travers ce théorème de Hall. Pareil, question vocabulaire, le premier point, ça signifie quand même quelque chose d'assez important pour l'ensemble x1, xn. On dit que c'est donc un système de représentants des ensembles AI. Donc les x1, xn sont appelés systèmes de représentants des AI. Donc c'est assez souvent utilisé quand on travaille avec des classes d'équivalence. Bon, généralement, les classes d'équivalence, il n'y a pas forcément d'intersection entre les ensembles. Ici, on peut se permettre d'avoir des intersections entre les ensembles, mais quand on parle de système de représentants, généralement, on peut penser à l'ensemble de classes d'équivalence et prendre justement des représentants de ces classes d'équivalence. Généralement, ces ensembles de représentants sont appelés aussi ensembles transcendants. Donc voilà, c'est justement ce que veut dire en fait cette ligne-là. Ça veut dire qu'on peut trouver un ensemble de représentants pour chacun des éléments, pour chacun des ensembles AI qui seraient en jeu. Et tout cela serait lié à une question de cardinalité à respecter. Ce qui peut paraître assez surprenant, mais nous allons voir à travers cet exercice qu'en fait, ça n'est pas si surprenant que ça. Donc voilà, avant de vous donner un exemple et d'essayer de vous donner une intuition de comment on pourra attaquer cet exercice, j'aimerais déjà que par vous-même, vous essayiez d'explorer l'énoncé, d'attaquer cet exercice comme ça, juste en voyant cet énoncé, quelles sont les idées qui émergeraient, et puis peut-être par vous-même faire des exemples et essayer de comprendre comment les choses pourraient fonctionner. Donc je vous invite alors à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer d'attaquer cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors avant de lancer une résolution, je vais vous donner une petite intuition, une piste en vous donnant un exemple, et un exemple un peu historique lié au fait qu'on appelle ce résultat aussi
lemme des mariages. Donc le principe est essentiellement le suivant. Nous avons n personnes à marier, disons 3 personnes, et chacune de ces personnes a des prétendants. Donc je vais faire un exemple de prétendants. L'ensemble, l'union donc de tous ces prétendants est égale à 4, disons. Et puis je vais mettre une arête pour les prétendants qui sont intéressés à se marier avec l'individu I qui serait en jeu. Donc là par exemple je vais faire 1 pourrait se marier avec A, B, C, 2 pourrait se marier avec B et D, et puis 3 pourrait se marier avec D. Voilà, pourrait avoir envie de se marier avec D. Donc voilà, donc on a donc 3 prétendants qui souhaitent, enfin 3 personnes qui souhaitent se marier et qui ont un certain nombre de prétendants. Les prétendants, donc, vous les voyez, A, B, C sont pour 1, B, D c'est pour 2, et puis D c'est pour 3. Donc ça nous permet de définir les ensembles AI en fait. Donc on a que A1 c'est l'ensemble ABC, A2 c'est l'ensemble BD, et A3 c'est l'ensemble D. Je vais m'intéresser aux cardinalités pour vérifier que le deuxième point est satisfait. Donc le deuxième point, je regarde le cardinal de A1, cardinal de A2, cardinal de A3, cardinal de A1 union A2, cardinal de A1 union A3, cardinal de A1 de A2 à union A3, et enfin cardinal de l'union de tout le monde. Voilà. Donc pour le premier A1, il y en a 3, c'est plus grand que 1, tout va bien. Pour A2, c'est 2, c'est plus grand que 1, tout va bien. Pour A3, c'est égal à 1, donc tout va bien aussi, c'est supérieur ou égal à 1. Pour A1 union A2, je vais avoir 3, 4, donc je vais avoir 4. Pour l'union de ces deux ensembles-là, je vais avoir aussi 4. Pour l'union des deux ensembles A2 et A3, je vais avoir 2. Donc là, tout va bien, ça c'est supérieur ou égal à 1, ça c'est supérieur ou égal à 2. Et puis le dernier, il faut que ce soit supérieur ou égal à 3, tout va bien, l'union ici, la cardinalité, c'est 4. Donc c'est supérieur ou égal à 3. Donc on peut constater que les ensembles A1, A2, A3 vérifient la condition 2. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est comment on pourrait construire un ensemble, justement, enfin un ensemble de représentants. Et en fait, la question, c'est aussi d'interpréter ce qu'on entend par chercher un système de représentants. Et bien en fait, l'idée, c'est justement, vous avez donc ces prétendants à marier chacun des individus 1, 2, 3. L'idée, ça serait de réussir à faire en sorte de faire des mariages de façon à ce qu'aucune des 3 prétendantes ne soit lésée. Alors, c'est pas pour autant qu'en bas, on n'aura pas de gens lésés, puisque malheureusement, il va y avoir, vous le voyez à cause du nombre, de toute façon, il va y avoir forcément quelqu'un qui ne va pas pouvoir se marier avec, parmi les ABCD, qui ne va pas pouvoir se marier avec 1, 2 ou 3. Mais l'idée, ça serait de faire en sorte que chacune des personnes 1, 2 ou 3 a au moins quelqu'un avec qui se marier, et quelqu'un qui serait différent, bien sûr, de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit pour le mariage, pour les mariages qui seraient en jeu. Donc, pour essayer d'attaquer la chose, vous pouvez essayer de voir aussi les petites restrictions qui seraient en jeu. Donc là, notamment, vous pouvez constater, par exemple, que 3 est lié à D par un seul arête. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul individu qui serait intéressé à se marier avec 3. Bon, automatiquement, on n'a pas trop de choix. Il va falloir considérer D comme étant le représentant de A3. On n'a pas d'autre choix que de devoir faire ça. Puis après, si je regarde ensuite la prochaine restriction qui semble être en jeu, et donc cette restriction, elle est liée au fait que A3 est exactement égal à 1. D'accord? Donc en fait, on a égalité dans l'inégalité qui est ici. Ça va être un peu la même chose pour le prochain matching, en tout cas la prochaine arête qu'on va chercher à sélectionner. On peut constater que parmi les autres unions où il y a égalité, il y a cette union-là où il y a égalité. Et ça sous-entend, vous pouvez d'ores et déjà le constater, on a choisi déjà D comme représentant de A3. On doit choisir un élément distinct de D qui doit représenter A2. Et on doit faire en sorte, bien sûr, que tout fonctionne bien. Là, quand vous avez exactement 2 éléments dans l'union et que vous en avez déjà choisi un pour représenter l'un des 2 ensembles, l'autre va nécessairement représenter l'autre ensemble. Vous n'avez pas vraiment le choix. Et puis une fois que vous avez fait ça, après on regarde le troisième cas, donc avec A1. Et puis pour cela, on peut regarder l'union des 3, mais vous pouvez constater que pour l'union des 3, là on est égal à 4. 4, c'est un cas supérieur strict par rapport à l'égalité qu'on souhaite. Et si vous constatez de plus près, vous pouvez remarquer qu'on a un choix. En effet, ce choix, il est lié à A ou à C, suivant
qui on considère comme étant représentant de A1. Et bien bon, peu importe le choix qu'on fait, donc là ici je vais faire un choix de façon à ce que les dessins soient jolis. Donc là je vais faire le choix de A, par exemple A pourrait se marier avec A1 sans aucun problème, donc A serait représentant de l'ensemble A1. Et voilà, gagné, on a donc un système de représentants qui fonctionne, A, B, D. Et voilà, ça serait donc le triplet, enfin un triplet, je dis pas que c'est le seul, puisque vous avez pu constater avec moi qu'on pouvait aussi choisir C, d'accord? Mais donc c'est un des systèmes de représentants possibles qui vérifie donc les critères du premier point. Donc voilà, donc ça, voilà, vous pouvez constater d'ailleurs qu'il y a quelques petites choses intéressantes sur la manière de construire de construire ces choix, hein, donc de construire ce système de représentants, et notamment le fait que les égalités sur ces cardinalités par rapport aux inégalités demandées ont l'air d'avoir une certaine importance pour pouvoir construire les correspondances comme on le souhaite, hein, donc c'est-à-dire pouvoir construire les systèmes de représentants. Et donc voilà, c'est pour cette raison que ça s'appelle le lemme des mariages, hein, donc l'idée c'est vraiment qu'on a un certain nombre d'individus qui ont un certain nombre de prétendants à chacun de ces individus. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que chacune des individus qui souhaitent se marier puisse se marier avec un individu distinct des autres, donc de façon à ne léser aucune personne qui souhaite se marier au départ. Donc mis à part les prétendants malheureusement. Là on voit que le théorème de Hall s'applique assez bien et en effet la condition de cardinalité permet de satisfaire chacune des personnes qui voulaient se marier. Donc c'est ça en fait l'aspect historique derrière ce théorème de Hall, c'est le côté mariage. Vous pouvez aussi d'ores et déjà constater le point théorie des graphes que j'avais mentionné rapidement. En effet, on peut réénoncer le théorème de Hall dans le cadre de graphes bipartis. Donc des graphes bipartis, c'est quoi? C'est des graphes, hein, donc un ensemble de sommets, un ensemble d'arêtes, tels que vous pouvez partitionner l'ensemble des sommets en deux ensembles, de façon à ce que chacune des arêtes qui est en jeu a une extrémité dans le premier ensemble et l'autre extrémité dans le deuxième ensemble. Donc c'est ça, avoir un graphe biparti, et donc sous certaines conditions, on peut affirmer que dans ce graphe biparti, on peut déterminer une correspondance pas forcément parfaite, hein, on appellera parfaite à condition qu'on puisse faire en sorte que chacun des sommets qui se trouvent en bas soit lié à une seule arête à un élément qui est en haut, et on choisit les arêtes de façon à ce qu'il n'y a pas d'interférence. Donc ce serait ça, avoir une correspondance parfaite, donc ça serait un énoncé un peu plus fin que le théorème de Hall. Mais ici on cherche en effet une espèce de correspondance particulière pour que chacun des individus, donc chacun des éléments de l'ensemble du haut, soit lié à un unique élément de l'ensemble du bas, et ce de manière injective. Donc c'est ça essentiellement le truc. Bon voilà, je pense avoir dit suffisamment de choses, et j'espère qu'à travers cet exemple, je vous ai donné une bonne indication de comment attaquer cet exercice. Je ne vais pas donner de sous-questions, vraiment là, à travers cet exemple, vous devriez avoir une bonne idée de comment on peut attaquer cet exercice. Je vous invite maintenant alors à refaire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice, maintenant que vous avez cet exemple sous les yeux. Essayez de rattaquer l'exercice avec les idées qui ont émergé de cet exemple par vous-même avant que je ne vous donne donc une résolution. J'espère que vous aurez essayé, hein, je pense que c'est un très joli exercice qui vaut vraiment le coup pour la combinatoire, hein, qui vaut aussi le coup pour la rédaction. Donc on va attaquer maintenant ensemble la résolution. Alors normalement vous auriez dû constater qu'il y a un sens qui doit être assez évident, c'est 1 implique 2. Alors je vais tout de suite attaquer ce sens-là. Hein, toujours repérer le sens évident, donc là le sens évident c'est 1 implique 2. Donc pour 1 implique 2, je suppose qu'on a ça, et on va essayer de montrer qu'on a ceci. Donc soit I, un ensemble d'indices, on a le cardinal de l'union, dans cette union, il y a au moins les xi, hein, pour i dans l'ensemble grand I, hein, il y a au moins ça qui doit apparaître, hein, puisque chacun des xi appartient à chacun des ai, hein, d'après cette propriété-là. Donc là, je peux au moins affirmer que la cardinalité de cette union est supérieure ou égale au cardinal des xi pour i dans grand I. Je peux au moins affirmer ça grâce au premier point satisfait dans le 1. Et grâce au deuxième point, je peux affirmer que chacun des xi sont distincts, ce qui signifie qu'on a exactement la cardinalité de i élément
dans cet ensemble. Donc ça permet de dire qu'on a ceci, et donc on conclut en effet l'inégalité souhaitée pour n'importe quel sous-ensemble d'indices, donc d'indices compris entre 1 et 1. Donc voilà, 1 implique 2, ça va, ça se passe bien. Maintenant, voyons 2 implique 1. Ok? Alors pour 2 implique 1, c'est un petit peu plus technique, et pour pouvoir résoudre ce cas-là, on va faire une récurrence forte. On va faire une preuve par récurrence forte. Et donc par récurrence forte sur le nombre de parties que nous avons en jeu. Ok, donc preuve par récurrence forte sur M. Donc je vais commencer par le cas le plus simple possible. Je vais commencer avec n égale 1. Donc l'initialisation comme d'habitude, quand on fait une preuve par récurrence. Donc n égale 1. Donc pour n égale 1, ça veut dire que j'ai qu'une seule partie. Cette seule partie doit faire en sorte que le cardinal de cette partie est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc d'après 2, ça implique que A1 est non vide. Puisque le cardinal de A1 doit être supérieur ou égal à 1. Donc comme A1 est non vide, je peux choisir X1 dans A1 et c'est terminé. Puisque bon, j'ai même pas besoin de vérifier la deuxième condition que les X6 sont distincts de A2, puisque bon, j'ai pris qu'un seul élément, donc il n'y a même pas de question à se poser. Juste X1 est bien dans A1. Donc n'importe quel élément X1 dans A1 convient. Donc voilà, donc ça ça permet de conclure déjà l'initialisation. Il n'y a pas grand chose à dire. Lançons-nous donc dans la récurrence en elle-même, donc la partie hérédité. Et bon, on fait comme d'habitude. Fixons n un entier naturel non nul. Supposons la propriété, donc quand je dis la propriété, c'est l'implication. 2 implique 1 vrai pour tout ensemble de K partie de E pour K compris entre 1 et n. Donc c'est ça, avoir une récurrence forte, c'est que au lieu de supposer que c'est vrai juste pour l'étape d'avant, je vais supposer que c'est vrai pour toutes les étapes avant l'étape n, avec l'étape n inclus, et je vais regarder qu'est-ce qui se passe maintenant pour n plus 1. Donc montrons que la propriété est vraie pour n plus 1. Donc pour n plus 1 partie 2. Ok, donc voilà, ça c'est la rédaction propre, tout va bien. Je vais me permettre d'effacer un peu. Et on va regarder justement, j'espère vous avoir suffisamment mis la puce à l'oreille avec l'exemple, on va regarder justement les ensembles d'indices pour lesquels l'inégalité ici est une égalité. Et c'est ça que nous allons regarder. Donc considérons, on va l'appeler L, joliment manuscrit, donc ce L, qui va être l'ensemble des indices, compris entre 1 et n plus 1, tel que, alors je vais quand même donner des petites restrictions sur cet ensemble d'indices, je vais supposer que cet ensemble d'indices est non vide, je vais supposer aussi que cet ensemble d'indices c'est pas tout le monde, et je veux que cet ensemble d'indices fasse en sorte que l'inégalité qui est ici devienne une égalité. Donc je veux que le cardinal de l'union des AI pour I dans grand I soit égal au cardinal de I. Donc voilà mon ensemble L, qui correspond exactement aux endroits où il y a égalité. C'est exactement ce qu'on commençait à avoir pour la construction justement de la correspondance, en voyant qu'en effet les cas d'égalité semblaient nous restreindre dans nos choix. Et donc je vais d'abord traiter un cas où on n'a pas de restriction, donc justement je vais supposer dans un premier temps que L est vide. Et en travaillant le cas L est vide, nous allons voir qu'en effet on n'a aucune restriction quant à la construction en tout cas quant à un premier choix pour construire les correspondances qu'on souhaite. Donc en effet essentiellement on va avoir donc que deux cas de figure à traiter, soit L est vide, soit L est non vide. Donc commençons par le cas où L est vide. Donc si L est vide,
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comme je vous l'ai dit, ça semblerait normalement indiquer qu'on n'a pas de restriction. Donc si on n'a pas de restriction, essayons de voir si on ne fait aucune restriction, est-ce qu'on est capable de commencer à construire une correspondance qu'on souhaite. Donc je vais choisir un xn plus 1 appartenant à n plus 1 étant un ensemble non vide, d'après les hypothèses. D'accord? Donc je vais commencer par faire ça. Donc considérons xn plus 1 appartenant à n plus 1. Notons que le cardinal de an plus 1 va être supérieur strict à 1 d'ailleurs, étant donné que L est vide. Donc comme L est vide, je peux pas m'amuser à dire... je peux pas avoir égalité pour un ensemble d'indices égal à 1. Donc nécessairement, je dois avoir une stricte inégalité. Donc ça veut dire qu'il y a plus qu'un seul élément dans an plus 1. D'ailleurs, ça c'est un point assez intéressant à noter. Donc on a ça, très bien. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que, ok, là on est en train de débarrer notre correspondance. Et donc xn plus 1, ce serait le bon choix pour essayer de construire un système de représentants. Et donc pour pouvoir continuer à construire ce système de représentants, je vais regarder qu'en est-il des autres ensembles si j'enlève xn plus 1. Donc posons BI comme étant égal à AI moins xn plus 1. Notons que le cardinal de BI est supérieur ou égal à 1, étant donné que le cardinal de chacun des AI doit être strictement plus grand que 1. Encore une fois, grâce à la condition 2 et au fait qu'on n'a pas égalité. Bon, je ne vais pas l'écrire, moi ce qui va m'intéresser, c'est carrément de démontrer que les BI, l'ensemble des BI, satisfont directement le point 2. Donc montrons. Alors j'ai oublié de préciser que je vais prendre juste I compris entre 1 et n, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec n plus 1. Donc pour I compris entre 1 et n. Et montrons que les BI satisfont 2. Et après, on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour sur la vidéo s'il y a une explication qui vous semble un peu obscure et dont vous voudriez essayer de capter la compréhension, une bonne compréhension pour la suite. Donc, montrons que les BI satisfont 2, très bien, on fait comme on le ferait juste naturellement. Je vais regarder le cardinal de l'union des BI pour I dans grand I, sachant que on prend grand I à un ensemble d'indices compris entre 1 et n. Bon, je sais que les BI, c'est juste les AI moins xn plus 1, donc finalement l'union, je peux le voir comme l'union des AI moins juste xn plus 1, c'est tout. Donc ça, c'est égal au cardinal donc, de l'union pour I dans grand I des AI, moins juste xn plus 1. Et donc là, je peux utiliser le fait que soit xn plus 1 apparaît quelque part dans cette union, et dans ce cas-là, on enlève 1 à la cardinal, au cardinal de cette union. Ou alors xn plus 1 apparaît dans au moins un des AI qui est là-dedans, et dans ce cas-là, en faisant moins xn plus 1, on enlève un élément à cet ensemble. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, on a enlevé un élément à cet ensemble. Donc très bien, j'écris. Donc ça veut dire qu'on a cette cardinalité qui est supérieure ou égale au cardinal de l'union moins 1. D'accord? Avec mes explications faites à l'oral, soit xn plus 1 apparaît dans l'un des AI, et dans ce cas-là, on l'enlève, et du coup on a exactement égal au cardinal de cette union moins 1. Soit xn plus 1 n'apparaît pas dans les AI, et dans ce cas-là, on n'enlève pas le moins 1. Du coup, c'est la même cardinalité. Mais dans les deux cas, on a en effet cette inégalité. Et maintenant qu'on a cette inégalité, je peux réutiliser une inégalité parce qu'on sait que les AI satisfont le point 2, donc je vais pouvoir affirmer qu'on a ceci. Et attention, je peux même affirmer un peu mieux, je peux affirmer que là, on a inégalité stricte. Pourquoi? Parce que mon ensemble I, c'est une partie qui est là-dedans. Alors bien sûr, j'aurais peut-être dû supposer qu'il est non vide, parce que s'il est vide, c'est assez évident que comme on a une union vide, on a affaire à un ensemble vide, et donc le cardinal du vide c'est 0, et 0 c'est supérieur ou égal à 0, il n'y a aucun problème. Pour I égale vide, la propriété est automatiquement satisfaite. Mais là pour cette union, si je prends en effet I qui est non vide, I ne peut pas être égal à tout le monde, et comme L, cet ensemble-là est vide, ça veut dire qu'on n'a jamais égalité. Donc on a nécessairement une stricte inégalité. Donc, du fait que L est vide, on a une stricte inégalité ici, et on a alors
strictement supérieur à cardinal de I moins 1. Or, les cardinalités sont des entiers. C'est censé être des entiers naturels. Par conséquent, être supérieur strict à un entier plus moins 1, ça veut dire qu'on est supérieur strict à l'entier, enfin on est supérieur ou égal à l'entier en ajoutant 1, quoi, tout simplement. Donc, on va voir en effet qu'on conclut que 2 est satisfait pour les BI. Et donc, par hypothèse de récurrence, on a l'existence de x1, xn, vérifiant 1. Et maintenant, je pense que je peux, enfin vous serez d'accord avec moi, que je peux affirmer que l'ensemble x1, xn jusqu'à xn plus 1 va satisfaire la condition 1. Donc je vais effacer parce que j'aimerais garder encore l'ensemble L. Je vais peut-être effacer ici pour pouvoir écrire 2-3 trucs. Hop. Voilà, donc l'ensemble x1, xn, xn plus 1 vérifie le point 1. Pourquoi? Parce que les BI, donc on sait que les XI appartiennent à chacun des BI, mais être dans chacun des BI, c'est être dans AI, donc juste pour faire le point rapidement. Donc on sait que chacun des XI appartient à chacun des BI, mais BI est inclus dans AI, donc pas de problème. Ok, donc si I est dans un N, et puis sinon si c'est xn plus 1, on l'a déjà choisi dans n plus 1, donc il n'y a aucun problème non plus. Et puis, on a les xi qui appartiennent à chacun des BI, mais les BI excluaient automatiquement xn plus 1, donc ça veut dire que les xi sont tous distincts de 2 à 2, et en plus de ça sont distincts de xn plus 1. Donc pour tout i et j dans un n, on a déjà que si i est différent de j, xi différent de xj, et de plus, comme on a fait la construction comme il fallait, on peut s'assurer que xi est bien différent de xn plus 1 pour tout i. Il n'y a pas de problème, puisque les xi doivent appartenir aux BI, et les BI étaient définis comme AI en excluant xn plus 1. Donc voilà, ceci permet donc déjà de conclure, dans le cas où elle est vide, que on a bien 2 implique 1 pour n plus une partie, sachant que c'était vrai pour un nombre de parties inférieur ou égal à n. Très bien, maintenant supposons que n n'est pas vide. J'efface. Encore une fois, n'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo pour relire certains points. C'est fait pour ça. Le format vidéo, il est fait pour ça. Donc profitez-en. Donc, supposons maintenant que L est non vide. Si elle est non vide, si vous vous souvenez de l'exemple, il fallait travailler dans les cas justement où le cardinal de cet ensemble, il fallait travailler dans les ensembles d'indices justement où ces cardinalités étaient égales pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer de spécial, puisque dans ces cas-là, on voyait qu'il y avait une espèce de restriction qui pouvait se faire. Bon, très bien, donc si elle est vide, je vais prendre un des ensembles d'indices qui satisfait cette propriété, donc soit J appartenant à L, ok. Bon, je vais d'abord faire un truc un peu naïf, je vais prendre l'ensemble des parties indicées par cet ensemble J, et cet ensemble-là, comme c'est pas tout le monde, c'est pas 1 jusqu'à n plus 1, et comme il n'est pas vide, ça va être tout à fait utile d'utiliser l'hypothèse de récurrence sur cet ensemble. Donc, comme cardinal de J, il appartient nécessairement entre 1 et n, puisque J ne peut pas être vide, et J ne peut pas être tout le monde. D'accord? Donc, comme le cardinal de J est dans cet ensemble, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence sur cet ensemble J. Donc, on applique l'hypothèse de récurrence sur les parties, plus précisément les AJ pour J dans J. Donc si j'applique la récurrence, je vais pouvoir extraire un système de représentants, donc XJ,
J dans le grand J. Donc ça va être un système de représentants pour les AJ. Ok, maintenant reste à essayer de trouver un système de représentants pour le reste. Et je vais faire un truc qui paraît un peu naïf, mais qui finalement va très bien fonctionner. On pourrait se dire qu'à partir du moment où on a réglé le problème pour cet ensemble J, on pourrait exclure finalement tous les AJ qu'on a déjà traités et regarder que les AI qu'il nous reste. Et puis voir si les AI qui nous restent, en excluant tout ce qu'il y avait dans les AJ, est-ce que ça vérifie la condition 2. Ça paraît un peu naïf dit comme ça, mais si on regarde l'exemple qu'on avait fait tantôt, vous vous rendrez compte que c'est pas si bête finalement, parce que en effet, une fois qu'on a réglé les cas de cardinalité égale, les cas de cardinalité égale, vous avez constaté que les représentants s'étaient tout de suite choisis parmi chacun des AI qui étaient en jeu. Par exemple, pensez encore une fois à l'exemple où j'avais fait 1 et 2. Donc 1 et 2, pour cette... c'était pas 1 et 2, c'était 2 et 3, pardon. Donc pour 2 et 3, l'union de 2 et 3 c'était égal à 2, et automatiquement on avait déjà un système de représentants donné dans cet ensemble-là. Et puis une fois qu'on avait ça, il restait à regarder qu'est-ce qui se passe pour le reste, donc A3. D'accord. Si on le pense comme ça, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi on raisonne de la manière dont je l'ai dite à l'oral pour l'instant. Maintenant je vais l'écrire. Donc pour l'écrire, je vais dire soit K, l'ensemble qui serait le complémentaire de J dans 1N plus 1. Donc je vais prendre cet ensemble-là. Notez que son cardinal est aussi entre 1 et n. Ça va être important pour pouvoir justifier le fait qu'on puisse appliquer l'hypothèse de récurrence sur K. Donc j'ai ça, très bien. Et puis je vais poser, comme je l'ai fait tantôt. Tantôt je l'avais fait en prenant juste un seul élément. Là je vais le faire en enlevant tout ce qu'il y avait dans les précédents AJ. Donc je vais prendre B comme étant en fait AI moins l'union des J dans grand J, des AJ. Alors c'est pas AI, c'est AK, je voudrais les écrire AK. Donc voilà, donc pour K appartenant à grand K. Alors a priori ça fait un peu peur de faire ça, parce que on pourrait avoir l'impression qu'en ayant fait ça, on est en train d'enlever peut-être des éléments qu'on ne devrait pas enlever et se retrouver avec un ensemble vide. Mais vous allez voir très vite qu'en fait on n'a pas un ensemble vide. Et pour le démontrer, je vais carrément démontrer le point 2. Donc c'est-à-dire je vais montrer que les BK vérifient le point 2. Montrons que les BK, K dans grand K, vérifient le point 2. Donc encore une fois, je ne vais pas prendre un ensemble d'indices vides parce que l'inégalité est automatiquement satisfaite pour un ensemble d'indices vides. Donc soit I inclus dans K, donc non vide. Et voyons qu'est-ce que donne le cardinal de l'union pour K dans I des BK. Alors je vais peut-être me laisser un peu de place, juste pour que... Hop. Donc le cardinal des BK pour K dans I. Bon les BK, c'est la même chose que AI moins l'union des AJ. Et cette union des AJ, je peux le mettre en facteur de ma soustraction et dire finalement je fais juste moins l'union des AJ sur tout le monde. Donc ça pourrait se réécrire comme cardinal de l'union pour K dans I de AK moins l'union pour J dans grand J des AJ. Et là, petite astuce qui paye vraiment pas de mine, c'est le fait que, comme je suis en train de faire une soustraction avec les éléments qui sont dans AJ, rien ne m'empêche d'ajouter AJ dans l'union des AJ dans l'union que j'ai déjà des AK pour K dans I. Pourquoi ? Parce que les ajouter puis les enlever, ça ne fera absolument rien. C'est un peu astucieux, mais ça marche très bien, et c'est ce à quoi il fallait penser ici. Donc en fait, l'ensemble, c'est encore le même que l'union pour K appartenant à I union J des AK moins l'union pour J dans grand J des AJ. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux m'amuser à utiliser la petite propriété que j'ai utilisée tantôt pour un seul élément. Je suis en train de regarder le cardinal d'une soustraction entre deux ensembles. Je peux au moins affirmer que cette cardinalité est supérieure ou égale à la soustraction des deux cardinalités. Donc ça va être supérieur ou égal
au cardinal de l'union pour K dans I union J des AK moins le cardinal de l'union des J dans grand J des AJ. Or, bah, je sais que les AI satisfont 2, donc comme ils satisfont 2, je peux affirmer que ça, c'est supérieur ou égal au cardinal de I union J. Donc, par 2 satisfait pour les AI, compris entre 1 et n plus 1, on a 2 points. Eh bien, le cardinal de l'union des BK, donc K appartenant à I, qui va être supérieur ou égal au cardinal de I union J. Donc lui, je peux affirmer qu'il est supérieur ou égal au cardinal de I union J. Et puis lui, ben je sais que J, il est dans L. Donc comme J est dans L, ça veut dire que la cardinalité de l'union, c'est égal à le nombre d'indices en fait qu'il y a dans l'union. Donc c'est égal au cardinal de J. D'accord? Donc l'inégalité, elle se joue vraiment ici, hein, l'application de 2 se joue ici. Et de l'autre côté, ici, j'utilise le fait que J appartient à L. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'indices pour lequel la cardinalité de l'union est exactement égale au nombre d'éléments dans l'ensemble d'indices. Très bien. Et puis je sais que I est dans le complémentaire de J. Ça veut dire que l'union qui est ici, c'est une union disjointe. Comme c'est une union disjointe, la cardinalité d'une union disjointe, c'est quoi? C'est cardinal de I plus cardinal de J. Donc ça me fait cardinal de I plus cardinal de J moins cardinal de J. Donc ça vient du fait que l'union est disjointe. Et pourquoi l'union est disjointe? Je le redis, c'est parce que I, c'est un élément de K, K est le complémentaire de J. Donc on ne peut pas avoir un élément qui est à la fois dans I et dans J, sinon on aurait un élément qui est à la fois dans J et dans son complémentaire, ce qui n'est pas possible. D'accord? Bon voilà, ça simplifie, hein, et ça nous donne cardinalité de I. Donc on a supérieur ou égal au cardinal de I. Et donc c'est gagné, on vient de démontrer que les BK satisfont le point 2, de manière assez surprenante. Donc les BK vérifient 2. Et on peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence sur K. Donc je vais effacer ça, même si j'en ai avoir besoin d'ici quelques instants. Donc en appliquant l'hypothèse de récurrence, en appliquant l'hypothèse de récurrence sur K, on a alors un système de représentants pour les BK. Bon voilà, et puis maintenant, ce que j'affirme, c'est que si je joins le système de représentants que j'ai obtenu pour J avec le système de représentants que j'ai eu pour K, eh bien ça me donne un système de représentants pour les AN, enfin pour les AI, pour I allant de 1 à N plus 1. Ainsi, les XJ, J dans J, moi je vais écrire comme ceci pour dire que je joins les deux uplets, donc K dans K, forme un système de représentants des AI. Alors vérifions-le rapidement, ça coûte rien. Donc si je suis dans J, je sais déjà que les XJ appartiennent à J, donc aucun problème. Et puis si je suis dans K, je sais que XK appartient à BK, mais BK est inclus dans AK, donc nos problèmes. Ensuite, si je prends deux éléments qui sont dans J, je sais que les XJ seraient distincts. Donc si je prends J différent de J', XJ est différent de XJ', ça, nos problèmes. Pareil, par hypothèse de récurrence, l'application juste du point 1, du 2 implique 1 dans les hypothèses de récurrence. Donc si j'ai K différent de K', je peux affirmer direct que XK est différent de XK'. Et maintenant, qu'en est-il si je prends un élément qui est dans J et un élément qui est dans K? Eh bien, je sais déjà que les XK sont dans les BK.
Or, en tout cas, J dans K3J, donc je vais essayer de l'écrire comme ça. Hop. Je place. Donc pour J dans J et K dans K, je sais déjà que les XK sont dans les BK, donc XK appartient à BK, mais BK était défini comment? C'était défini comme AK moins l'union des AJ pour J dans grand J. Donc c'était AK moins l'union J', je l'appelais parce que j'ai appelé J cet élément-là, J' dans J des AJ'. Et donc ça veut dire qu'en particulier, XJ n'appartient pas à l'ensemble BK, et donc aucune chance qu'on ait égalité. Donc, XK est différent de XJ. Et voilà, je viens de démontrer qu'en effet, l'ensemble, donc le uplet formé des éléments de XJ et XK forme bien un système de représentants pour les AI, I allant de 1 à N, puisque je viens de vérifier que ça vérifie ces deux points-là. Et donc on conclut, ça y est, c'est QFD. On a terminé la preuve. Donc voilà, c'est un très joli résultat, donc ça s'appelle le théorème de Hall, qui a pas mal d'applications. Et donc les applications, j'en ai déjà donné un petit peu rapidement à l'oral, théorie des graphes avec les graphes bipartis. Il y a aussi donc de l'optimisation, encore en lien avec les graphes quand même, mais de l'optimisation. Et puis nous verrons donc au prochain numéro de l'Exocode une application un peu plus algébrique pour démontrer ce qu'on appelle le théorème de Birkhoff-von Neumann. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager à d'autres camarades si vous connaissez des gens intéressés par ce genre d'exercice ou par même le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve donc prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!